suis pas dans le truc de la cougar ou la fille malsaine qui veut être avec quelqu'un de plus jeune. Dans ma tête, j'ai son âge, j'ai son innocence, voilà. Et on est deux amoureux et on a envie de se marier. Sauf que c'est beaucoup trop jeune pour lui. Donc la maman pète un câble et dit « mais je vais tout faire pour que ce mariage n'ait pas lieu ». Bon, on a réussi à se marier. Mais je pense, avec le recul, et c'est vraiment un message que je donnerai toujours à tout le monde, il ne faut pas forcer les choses. On a forcé. Ouais. Tous les gens nous disaient c'est de la folie. Et oui, c'était de la folie, mais bon, c'était mon chemin de vie. Salut à tous, bienvenue dans Confidence, l'émission en pyjama ou pas. C'est une nouvelle émission que vous allez découvrir à partir de maintenant et régulièrement sur la chaîne YouTube de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur France.tv. Et aujourd'hui, pour la première, c'est le destin d'Amy London qu'on va vous raconter. C'est quelqu'un qui était prof d'anglais il y a quelques années encore, qui aujourd'hui est humoriste. C'est une reine du stand-up. Elle a été plébiscitée par des gens comme Gad Elmaleh ou encore Manu Payette. Elle va nous raconter son incroyable destin. Salut Amy London, merci d'être avec nous dans ce décor de chambre d'ado. Ça peut ressembler à ta chambre d'ado quand tu avais 15 ans ? Ça pourrait, mais ça manque d'une touche anglaise, des drapeaux anglais, etc. Et oui, parce qu'on va voir que tu es une prof d'anglais reconvertie en humoriste, repérée par Gad Elmaleh, repérée par Manu Payette aussi. On va y revenir, mais juste avant, on va remonter le temps dans cette chambre d'enfant. Est-ce que tu étais du genre à faire des soirées pyjama, toi ? Pas trop, mais j'étais une grande rêveuse et je restais beaucoup dans ma chambre. Ouais. Donc c'est un univers dans lequel tu passais du temps à imaginer beaucoup. Tu as toujours été très créative, pleine d'imagination ? Oui, très rêveuse surtout, avant d'être créative. Quel genre d'enfant tu étais ? Tu te décrirais comme joyeuse, sérieuse ? Très joyeuse. Ouais. L'humour, ça a toujours fait partie de ma vie. Très rêveuse, très amoureuse. Ouais. Oui, amoureuse facilement. Hein. Ouais, trop. Ouais. Oui, ça n'a pas changé, ça. Très vite. Mais ça, c'est le côté princesse anglaise. Amy, qui étaient tes parents ? C'était quel style ? Parce que tu es joyeuse, mais en même temps, il paraît que tes parents étaient un peu stricts quand même. C'est pour ça que j'étais joyeuse. On dit, l'humour, c'est la politesse du désespoir. J'avais une famille très stricte, très traditionnelle. Ouais. Papa maman, syrien. Oui, c'est ça, papa syrien et maman franco-italienne, franco-napolitaine même. Ouais. Ça donne quoi comme style de caractère ? Papa était comment ? T'avais quel genre de rapport avec lui ? Papa, très taciturne, il parle pas beaucoup. Ouais. Par contre, quand il parle, ça calme tout le monde. Voilà, il s'est en imposé. Et maman, très bavarde. Ouais. Mais pareil, ça rigole pas non plus. Ça rigole pas non plus à quel point ? Il y a beaucoup de choses qui étaient interdites. Ouais. Voilà, quand j'étais petite, pourquoi j'étais rêveuse, je restais dans ma chambre ? Parce qu'on ne me laissait pas beaucoup sortir, Ouais. on va pas se mentir. Parce que moi, j'ai lu quelque part que tu l'as dit, tu as dit à ta mère un jour, j'ai plus peur de toi que je t'aime, c'est hyper fort. Ouais. Bon, Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots ? Je pense que bien sûr qu'elle m'a aimée, j'ai aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'en étant beaucoup trop stricte, elle a fait d'un enfant qui l'a plus craint que aimé à une période. Et donc, j'essaye de ne pas faire la même chose avec mon fils aujourd'hui, mais en tout cas, oui, c'était ça. Tu m'as dit par contre, ça va lui faire plaisir que c'est une super grand-mère ? Oui, c'est une super grand-mère. Hein ? Ça, faut lui laisser. T'as un doudou là dans les mains, moi j'ai le mien, c'est Max. Il s'appelle comment le tien ? Moi, il s'appelle Doudou. C'est original, non ? Ouais. C'est le doudou de mon fils. C'est celui de ton fils. Il en a deux, un pour chez son papa et un pour chez maman. Bon, maintenant, il a changé de doudou parce qu'il dit qu'il est grand. Mais moi, je le garde parce que c'est l'amour de ma vie. Donc, voilà. Voilà, c'est l'amour de ta vie. On peut dire que tu es fusionnel avec ton fils ? Oui, très. On voit ça sur Instagram, ta page Amy London. Allez-y, parce que c'est une page qui marche très très fort, où tu fais des blagues avec lui. On va y revenir. Mais on va s'intéresser à ton enfance, à toi, ta petite enfance. Tu me dis que quand tu étais petite, tu étais la petite grosse qui fait rigoler. Ouais. C'est comme ça que tu te voyais ? C'est comme ça que je me vois toujours, en fait, je crois. Ouais. Je suis toujours étonnée quand on me dit « Ah, tu sais, vous êtes une très belle femme, Amy London ». Moi, je me vois toujours comme Amandine, parce que c'est mon vrai prénom. Mais oui, j'étais toujours celle qui faisait rire tout le monde, ça fait partie de mon ADN, quoi. Ouais. Alors, on vient de voir la photo. On va nous la repasser, cette photo, parce que c'est un truc incroyable. On t'appelait Coluche à l'école. Tu me dis que tu n'avais pas la ref. C'est-à-dire que tu t'habillais comme ça, sans savoir qu'il y avait un gars qui s'appelait Coluche. Oui, il y en a qui pensent que c'est un déguisement. Non, c'est une tenue du lundi matin. Voilà. Moi, je trouvais que c'était original. Ouais. Et effectivement, oui, maintenant, on comprend que tout était là face à moi. J'étais destinée à faire de l'humour, je pense.
Destinée, tu parles souvent de destin. Ouais, beaucoup. Tu dis, par exemple, le fait que je m'habille en Coluche sans savoir qui était Coluche, c'était pour toi un signe déjà? Mais je pense que quand on prend du recul, il y a plein de signes dans la vie. Si on a envie de les voir, on les voit. Là, effectivement, on les voit bien. De toute façon, ouais. Quel genre d'élève t'étais? Parce que j'ai l'impression que t'étais plutôt déconneuse, non? Quand on regarde... J'étais une très bonne élève, mais je faisais beaucoup rire les élèves et les profs aussi. Mais j'avais mes limites parce que je suis quand même bien éduquée. Mais c'est vrai que ça fait partie de ma manière de voir la vie et de faire les choses. Même à l'école, oui, c'était aussi important de faire rire les profs. Ouais, donc t'imitais les profs. Ouais. Tu te rappelles du prof de philo? T'arriveras encore à nous limiter? Qu'est-ce qu'il faisait qui t'intéressait chez lui? J'étais en terminale pour le coup. Monsieur Quirin, d'ailleurs je salue, c'était incroyable. Et quand il partait, alors souvent on avait une petite pause, mais il nous faisait croire qu'il allait faire des photocopies, on entendait la chasse d'eau. Ouais. Donc je l'imitais en disant oui, alors je vais aller faire des photocopies, faire caca, bon bref. Et donc, ça faisait déjà marrer les, ça faisait marrer les copains. Dès que je pouvais dire une bêtise, je le faisais, évidemment. Mais là, on est au lycée, on va revenir au collège, parce que c'est en 6e que tu as la révélation, que tu sais que tu vas être prof d'anglais. Parce que c'est ton premier métier, avant de démissionner pour devenir humoriste. Tu as été prof d'anglais pendant combien de temps? Pendant 15 ans. Et ça, c'est grâce à Monsieur Genoux, c'est ça? Oui, Monsieur Genoux, il était incroyable. C'était mon prof d'anglais en 6e. À l'époque, ce n'était pas démocratisé, les cours d'anglais. Et je me rappelle, premier cours d'anglais, il était souriant, il était solaire, il était drôle. Et j'ai adoré ce prof. Et il nous a parlé en anglais. J'ai tout de suite compris. Et il m'a dit à toi. Donc j'ai fait ma présentation. My name is. Et il m'a dit oh very good accent. Et moi j'étais là. Et je me suis dit c'est ce que je veux faire en fait. J'adore. Et à chaque fois qu'on apprenait, il disait des nouvelles phrases. C'est comme si je connaissais déjà les mots alors que je ne les connaissais pas. Ouais. Et je suis rentrée voir ma mère et je lui ai dit maman plus tard je serai prof d'anglais. Ouais. Et ça, c'est en 6e et ça ne te quitte pas. Ça me quitte pas. Tu vas devenir une prof d'anglais passionnée. À quel point tu vas être passionnée? Parce qu'il paraît que des fois, ça vire au ridicule un petit peu, non? Oui. Déjà, j'avais ma chambre qui était tout dans les couleurs de l'Angleterre. Mon premier appartement, c'était pareil, tout anglais. Ouais. J'ai même choisi un chat roux. Ouais. Qui ressemble au prince Harry, et je l'ai appelé Harry. Oui, on est jusque-là. Ouais. Très bien. Tu peux me rappeler le jour où tu fais une sortie scolaire en tant que prof, avec une collègue prof à Londres? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu... Moi, j'ai toujours adoré les trucs kitsch, le côté kitsch anglais. Et on se retrouve devant une vitrine, et on voit une théière, mais immonde, avec la tête de la reine d'Angleterre, mais vraiment kitsch à souhait, et qui me dit, mais quel genre de personne peut acheter ce genre de merde? Et je l'avais dans mon sachet, voilà. Et j'ai dit, moi. Et du coup, faut rire. Ouais. Mais j'adorais ça, côté ringard. T'es allé jusqu'à assister au mariage de Kate et William? Et évidemment, j'étais là. Je suis partie avec une amie, on est parti assister au... Bon, après, dans les grands écrans, dans la rue, hein. Mais j'ai voulu participer à ça parce que j'ai toujours été fan du côté prince-princesse. Ouais. Côté rêveuse encore. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans la famille princière, forcément, tu as été inspirée, même si c'est un peu triste par Lady Di, c'est quelque chose qui t'a beaucoup impacté, par exemple? Oui, parce que je trouve que c'est triste. Son destin est très triste. Après, je suis plus inspirée par Kate. Ouais. À Nancy, quand j'étais prof d'anglais, c'était mon surnom en salle des profs. Kate Middleton. Kate. Ouais. J'adorais, je la trouve féminine, les grands cheveux marrons, côté princesse, j'aimais beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, tu habites Marseille, mais tu viens de parler de Nancy parce que c'est là que tu es née, c'est là où tu as commencé à être prof d'anglais. Et tu as été une prof d'anglais passionnée, je disais, parce que ça se passait super bien à Nancy avec tes élèves. Ouais. C'était quoi le rapport que tu avais avec eux? Ils avaient le sourire quand ils me voyaient, ils faisaient le salut anglais comme ça, princier, quand ils venaient dans le couloir. Je représentais l'Angleterre pour eux, donc... Et il y avait déjà un côté ping-pong avec la salle, la classe? Oui. De toute façon, c'est ma première scène, la classe. Ouais. Je les faisais beaucoup rire. Ouais. Et souvent, ils disaient, madame, vous faites un cours ou vous faites un spectacle? Et à l'époque, je ne savais pas du tout que j'allais faire ça. Ouais. Mais ça, c'était génial. De toute façon, je n'aurais pas imaginé faire autre chose à l'époque. Hein. Et on verra que ce moment de ta vie, ça va inspirer ton premier spectacle, In English Please, qui est devenu après J'étais pas prête. Mais juste avant, on parlait de mariage princier, et là, on va aborder ta vie un peu plus loin, ta vie de femme mariée. Tu en parles beaucoup dans les podcasts, sur Instagram aussi. Tu as eu le rêve de ce mariage de princesse. Tu l'as vécu, ça?
Alors, au niveau de la cérémonie, c'était pas un mariage princier, ça c'est sûr. C'est un truc très simple. Mais j'ai toujours pensé à l'époque que j'allais trouver mon prince qui allait me sauver. Un truc très chevaleresque, mais bon, la réalité n'était pas la même. C'est pas la même. Alors, au début, c'est comment? Tu trouves le prince charmant ou finalement, ça n'a pas été tout de suite Non, de base, le pas tilt? du tout. Il était beaucoup plus jeune que moi. Je le trouve arrogant et prétentieux et il sait qu'il se trouve beau. Mais bon, il m'a fait rire une fois et c'était fini, quoi. Ouais. Alors, beaucoup plus jeune que moi, on va préciser, c'était très très jeune. Mais ça, tu t'en aperçois au bout d'un petit moment. D'abord, comment tu l'as rencontré véritablement? Alors, comment je l'ai rencontré? J'étais dans une association sportive en face du lycée où j'étais. Et il était à l'accueil, voilà. Il passait son BPGEPS, c'est le diplôme pour devenir coach sportif. Coach sportif, ouais. Je ne sais pas du tout quel âge il a. Je le trouve ridicule parce qu'il est là à l'accueil, il sait que toutes les filles le regardent. Je suis là, oh, certainement pas que je vais te parler. Bon, je l'ai épousé plus tard. Mais En gros, il était frimeur, c'était pas forcément ce qui te plaisait. Ouais. Et un jour, qu'est-ce qui se passe pour que tu tombes véritablement amoureuse et tu dis c'est lui? La réalité, c'est que alors déjà, je ne sais pas du tout l'âge qu'il a. Je m'aperçois qu'il a un prénom à consonance arabe. Ah. Et moi, étant métissée, et je vois que lui, il est aussi métissé, et je me dis, il ne peut que me comprendre, en fait. Ouais. La culture, l'éducation un peu de culture, ce métissage, voire plus que tu as eu. Moi, je sentais tellement bizarre que je me suis dit, c'est sûr, lui, il va me comprendre, parce que sa maman est française et son père est d'origine marocaine. Et je me dis, je pense qu'il va peut-être comprendre mon mélange de culture entre ma mère et mon père. Ouais. C'est le premier truc, en vrai. Ouais. Et puis, il m'a fait rire, et voilà. De toute façon, si on fait rire Amy London, on marque des points. Oui, tout de suite. Ouais. Et puis tu dis que tu tombes assez facilement amoureuse, mais bon, ça... Maintenant, je me suis calmée, mais pendant longtemps, oui. Donc, ça y est, là, tu es amoureuse, et tu décides de te marier. Vous décidez de vous marier très, très vite, et très, très jeune, parce que tu ne pensais pas qu'il était aussi jeune? Non, en fait, un des premiers rendez-vous où on se parle, j'ai 28 ans et demi, et lui pense que j'ai 23-24 ans, parce que je faisais très jeune. Et moi, je pense qu'il a 23-24 ans. On pense tous les deux qu'on a genre 4 ans d'écart. Et là, moi, je lui dis, mais j'ai cherché ton nom sur Internet et j'ai vu que tu passais ton bac en telle année. Et je lui dis, dis-moi que c'est une plaisanterie. Et il me dit, mais c'est-à-dire? Je lui dis, mais t'as quel âge? Il m'a dit, mais je vais avoir 19 ans là, dans quelques mois. Ouf. Et là, je me dis, OK. Et en fait, on a 11 ans d'écart. 11 ans d'écart. Ouais. Donc, en gros, tu es avec un gamin. Tu dis, on va se marier comme deux gamins, contre l'avis des parents, et notamment de la maman, parce que la maman du marié, elle a voulu faire annuler carrément le mariage. Ouais. C'était très dur. J'en ai voulu jusqu'à maintenant, mais avec le recul, je pense qu'elle s'est dit, mais c'est de la folie. Il n'a même pas 19 ans, il veut se marier avec une femme de 30 ans. Ouais. On est, en fait, je ne suis pas dans le truc de la cougar ou la fille malsaine qui veut être avec quelqu'un de plus jeune. Dans ma tête, j'ai son âge, j'ai son innocence, voilà. Et on est deux amoureux, et on a envie de se marier. Sauf que c'est beaucoup trop jeune pour lui, donc la maman pète un câble et dit « mais je vais tout faire pour que ce mariage n'ait pas lieu ». Bon, on a réussi à se marier. Mais je pense, avec le recul, et c'est vraiment un message que je donnerai toujours à tout le monde, il ne faut pas forcer les choses. On a forcé. Ouais. Tous les gens nous disaient c'est de la folie. Et oui, c'était de la folie, mais bon, c'était mon chemin de vie. Je ne regrette pas, mais voilà. Quand tu dis tous les gens, tu parles aussi de tes parents qui n'étaient pas forcément pour d'autres raisons, pour les mêmes? Déjà, ils le trouvaient très jeune, évidemment. Et puis, ils voyaient bien que c'était difficile, c'était compliqué, que... Sa famille, de son côté, n'était absolument pas d'accord, était prêt à tout pour empêcher le mariage. Donc oui, évidemment que mes parents, ils ont dit, tu vois bien que c'est un peu compliqué, en fait. Mais moi, je voyais le côté chevaleresque, c'est l'amour envers et contre tout. Ouais. Mais ça, il faut arrêter. La vraie vie, c'est pas ça. Tu es guérie de ça aujourd'hui. Oui. Comment ça se passe dans les premières années, ou même dans la première année, puisque très vite, vous allez avoir un enfant? Alors, moi, je pense que je ne savais pas ce que c'était le vrai amour, parce qu'on s'est vite manqué de respect. On était deux gamins ensemble qui se sont mariés. Il n'y a pas une vraie relation fusionnelle. Enfin, il était trop jeune de toute manière. Donc, Quand tu dis manquer de respect, c'est quoi? On se parlait mal. Ouais. Voilà, ces petites insultes au quotidien où tu penses que c'est drôle, mais sauf que ça instaure un truc malsain, en fait. Je parle de ça avec le recul aujourd'hui. Mais du coup,
On faisait que de se disputer, mais on pensait qu'on s'aimait, mais c'est pas ça l'amour. Hein. Enfin, moi, je m'en rends compte aujourd'hui, mais quand même, on avait envie d'avoir un enfant parce qu'on pensait que c'était ça une vraie relation amoureuse. Et on regrette pas, c'était un vrai choix de nous deux. Je regrette rien, mais effectivement, on a eu 2 gamins qui ont fait un gamin, quoi, sur le coup. Hein. Ouais. Et oui. Donc le bébé arrive, vous continuez à vivre 4 ans ensemble, puisque ce mariage a duré 5 ans. Ouais. Et le jour où tu décides de quitter ton mari, c'est un jour très particulier, tu t'en souviens encore, j'imagine. Oui, c'est sympa. Moi, j'ai travaillé en thérapie, on peut en parler. Voilà, parce que tu es sortie de thérapie, donc c'est gravé au fer rouge, mais je sais que maintenant tu peux en parler. Ouais, je peux en parler parce que même problème. lui, je ne suis pas là pour l'accuser, il était très jeune, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il n'était pas épanoui, j'étais pas épanouie, j'étais dans le déni en pensant que c'était un couple normal. On était malheureux et je pense qu'il a cherché de l'amour ailleurs, avec quelqu'un qui était plus proche de son âge aussi. Et j'ai découvert la tromperie par une photo sur une tablette, voilà. Bon, pas très classe. Ouais. C'est très violent, en fait. Violent. Tu es sur un téléphone ou une tablette. Ouais, un iPad. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là ? Je me dis que ma vie, elle est finie. Enfin, sur le coup, je me dis que ma vie est finie, parce que j'idéalisais l'idée de la famille. Même si j'étais dans le déni que ça se passait mal, mais pour moi, il y avait le schéma classique, quoi. Maman, papa, un enfant, une maison, il manquait plus que le chien et l'utilitaire, mais ouais, pour moi, ma vie, elle s'est arrêtée, quoi. Mais c'était pas un homme qui m'avait trompée, hein, c'était un enfant. Ouais. Vraiment, avec le recul. Donc, je lui ai pardonné, et c'est la vie. Ouais. Mais oui, à cette période-là, pour moi, ma vie, elle s'est arrêtée. Et avec le recul aujourd'hui, tu le dis aussi, hein, ça, sur les réseaux sociaux, ce divorce, c'est un cadeau de la vie. Ah oui, c'est un cadeau de la vie, clairement. Je ne sais pas si je peux parler d'un de mes livres préférés qui en parle. Et oui, c'est ton livre de chevet, d'ailleurs. Hein. Ouais, j'en ai 2, mais j'en parlerai. Mais Claire Barin, Rupture. Je veux juste dire un truc important qu'elle dit. Elle explique que les ruptures, qu'elles soient volontaires ou pas, elles te mènent toujours vers un chemin de libération. C'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai lu. Et en fait, je pense que sans ça, j'aurais pas... c'est sûr. Si je n'avais pas vécu ce divorce et cette rupture-là, même si elle n'était pas volontaire, elle était nécessaire, j'aurais pas vécu tout ce que je vis aujourd'hui. Mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. Mais je crois que la vie, elle fait bien les choses. On s'en rend pas compte, mais elle t'amène toujours vers quelque chose de très beau. Ouais. Bon, après, sur le coup, facile à dire. Hein, oui. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Cette rupture, ça t'a aussi permis de t'émanciper complètement, à la fois de ton mari, mais aussi de tes parents, quelque part. Alors, même s'ils regardent cette émission, je pense que vous en avez parlé depuis. Pourquoi tu avais besoin vraiment de quitter Nancy pour Marseille ? Et puis tu vas nous expliquer pourquoi Marseille et pas une autre ville. Moi, j'ai toujours voulu plaire à mes parents. Ça, c'est un truc qui t'a oublié ma personnalité, mes envies, mes choix. C'était tout comme ils voulaient. Ça m'a pas réussi, ça m'a pas beaucoup... j'étais pas très épanouie, on va dire. Mais j'osais pas partir parce que je voulais toujours être près d'eux, et en me disant, ils ont un petit-fils aujourd'hui, faut qu'il soit... Et à un moment, je me suis dit, ce divorce-là, il doit être l'occasion aussi pour moi de m'émanciper, de partir loin du regard des parents que j'avais toujours l'impression d'avoir derrière moi. Et le divorce, il m'a offert ce cadeau-là aussi, de partir, parce que j'aurais jamais osé partir loin, en fait. Ouais. Par exemple, quand tu reviens dans ta chambre de 15 ans, comme on est là, tu me dis, je redeviens, même encore aujourd'hui, après une thérapie, la petite fille que j'étais. Quand je reviens à Nancy, j'entre dans la maison familiale, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'à 15 ans, tu voulais faire plaisir à tout le monde, même quand ça ne te faisait pas plaisir. Je fais attention, ma manière de parler, d'être, même peut-être parfois de m'habiller, où je me dis « Oh non, ça, ils ne vont pas aimer, papa, il ne va pas aimer ». C'est comme ça. Après, ça va parce que c'est court. Tu sais que tu vas revenir à ta vraie vie et une libération après quand tu rentres à Marseille. Mais en tout cas, oui, ça m'a rendu service aussi là-dessus. Ouais. Nancy-Marseille, pourquoi Marseille ? Marseille, j'ai fait une rencontre de quelqu'un, un garçon que je trouvais très sympathique après le divorce. J'avais besoin de me rendre compte qu'il y avait des garçons sympas aussi dans la vie. Et on a discuté, et il venait de Nancy, et il s'était installé à Marseille. Et il m'a dit, mais tu sais que c'est une ville incroyable pour ton fils. Et toi qui veux partir quelque part, mais je ne savais pas où aller, moi. Ouais. J'avais pas de... Et je me suis dit, ah ouais, t'as raison, peut-être que Marseille, c'est sympa. Alors moi, je connaissais Marseille à travers Plus belle la vie, donc... Oui, d'accord, tu regardais Plus belle la vie. J'avais pas de... Ouais, je regardais Plus belle la vie. C'était ta référence. Ouais. Et donc, c'était sympa. Et il m'a dit, tu devrais... Et donc, j'ai demandé ma mutation, tout a été simplifié.
Et je pense que la vie, quand c'est ton destin, elle te facilite tout. Et toutes les démarches ont été faciles, que ce soit la mutation, la recherche d'appartement. Et voilà, je suis arrivée à Marseille. Ouais, même si la mutation, ça a été un petit déchirement parce que tu étais vraiment bien dans ton équipe enseignante. Ouais. Ta directrice te regrette beaucoup. Oui. Ça s'est passé comment cette période-là? On t'a demandé de rester suite à la discussion-là, je me suis dit, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais je me casse. Je vais me barrer. Et j'ai demandé à voir ma directrice, avec qui j'étais très très proche, qui m'avait suivie je la connaissais depuis 10 ans. Ouais. Hein. Et moi j'étais prof d'anglais, mais j'étais aussi coordinatrice Ulysse, donc je gérais un dispositif pour les élèves en situation de handicap. Ouais. Donc j'étais vraiment très impliquée dans l'établissement. Et je rentre dans son bureau, je lui dis, voilà, est-ce que je peux avoir une feuille pour une mutation dans une autre académie? Et elle me dit, c'est une blague. Et je lui dis, non, je pars. Et elle m'a dit, mais tu rigoles? Je fais, mais t'es trop bien ici. Oui, je suis trop bien, mais que sur le plan professionnel, quoi. Ouais. Et c'est parti, et voilà. Voilà, donc elle a compris. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis heureuse parce qu'elle a demandé sa mutation et elle est mutée près d'Avignon. Et voilà. Donc je la reverrai, je suis contente. Donc vous allez vous revoir parce que, Avignon, là où tu étais cet été pour le Festival d'Avignon, tu as passé un mois. Oui. C'est bien passé d'ailleurs? Oui, très bien. Ouais. Très bien. On va en reparler. Quand tu arrives à Marseille, c'est un choc culturel, à la fois cette ville, qui n'a rien à voir avec une ville de l'Est de la France comme Nancy, mais aussi professionnellement. Qu'est-ce qui se passe pour toi professionnellement? Alors professionnellement, autant j'étais très épanouie en tant qu'enseignante à Nancy, et autant à Marseille, ça a été un cauchemar. Alors j'en rigole, j'en raconte dans mes spectacles. Hein. Le début de mon spectacle ne parle que de ça, du choc. Au début, c'est drôle, et après, en fait, je me rends compte que je suis plus trop sûre de devenir prof, ou d'être prof toute ma vie, quoi. Donc tu passes de prof passionné qui adorait son métier à je ne sais pas si je vais continuer très longtemps. Oui. Qu'est-ce qui provoque ça? Même l'humour, ça marche plus sur tes élèves? Non, l'humour, ça marche pas. La première année, j'avais pas d'énergie pour asseoir mon autorité comme il le fallait. J'étais en mode survie, il fallait que je me reconstruise moi. Et en fait, les jeunes sont très violents, très agressifs. Ils te voient comme quelqu'un de faible. Ouais. Ils ne nous voient pas comme des humains, nous, les profs, en fait. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'on vit derrière, d'où on vient, ce qu'on est. Et on doit être solide, mais tu ne peux pas être un bon prof si tu n'as pas une vie solide derrière, quoi. Ouais. Et moi, ce n'était pas mon cas. Donc, trop gentil, trop tout, en fait. Et du coup, je l'ai vécu vraiment comme une agression, en fait. Ouais. Tu as partagé ça avec d'autres profs qui ont vécu ou qui vivent la même chose aujourd'hui? Parce que je sais que tu as un podcast aujourd'hui où tu peux raconter ce genre de choses. Alors, au niveau des profs, j'ai mes anciens collègues avec qui je m'entendais bien, qui m'envoient des messages en disant « T'as fait le meilleur choix de ta vie, j'adorerais avoir un plan B ». Mais quand t'es prof, c'est plus difficile d'avoir un plan B, à moins d'avoir une passion, etc. Donc, je me rends compte encore plus de la chance que j'ai d'avoir trouvé une autre voie, ou juste ma voie, au final, hein. Mais oui, non, je vois, ils sont pas bien. Il y en a plein qui sont en mi-temps thérapeutique ou en burn-out ou tristes. Et qui auraient envie de sauter le pas, ce que tu as fait. Donc tu es un vrai exemple pour ces personnes. Ton mariage dure 5 ans. Ouais. Combien de temps il te faut pour remonter la pente? Parce que tu es vraiment au fond du gouffre. Hein, quand tu dis que tu n'arrives pas à gérer tes classes, c'est aussi pour ça. Et il m'a fallu 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais. Ah oui, j'ai mis beaucoup de temps. Là, ça fait 4 ans. C'est passé par quel stade, par exemple? Quel stade? Je vais revenir à un de mes livres préférés, avec une citation qui m'a marquée à l'époque. Profite-en, c'est les livres de chevet, on a l'étape de chevet. Alors, j'ai noté là, parce que le livre, je l'ai forcément offert ou prêté à une amie, parce que j'adore partager les livres. Mais alors, je rends hommage à Petite robe de fête de Christian Bobin. Et j'étais tombée sur cet extrait-là qui m'avait fait beaucoup pleurer. Je vous lis parce qu'il est très beau, cet extrait. « J'attendais d'être reine, je ne sais plus que mendier. Je voulais vivre de bel amour, je meurs de sales blessures. Et pourtant je suis là, indemne. Je souffre de ma vie intacte, dedans ma vie ruinée. Je meurs de trop de champs, dans trop peu de feuillage. » Ça, c'était mon état d'esprit d'avant. Waouh. En tout cas, c'est très parlant. Ouais. Oui, c'est très parlant. C'est ce que tu as vécu pratiquement exactement. Trait pour trait. Mais j'ai sur mon Instagram une citation qui, aujourd'hui, me définit et qui dit « La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre ». C'est-à-dire que j'étais très blessée, mais aujourd'hui, je me rends compte que tout ça, c'est ce qui me rend forte. Et j'ai mis vraiment 3 ans et demi à comprendre tout ça. Ouais. J'ai suivi une thérapie aussi, en même temps que l'écriture du spectacle.
Et je me suis rendu compte que c'était juste mon chemin de vie, c'était comme ça. Et aujourd'hui, je suis beaucoup trop heureuse d'ailleurs, je crois. C'est vrai, tu as l'impression que tu ne mérites pas ce bonheur? Non, mais franchement, ça me perturbe. Je me dis, je suis un peu trop bien là quand même, il y a un problème. J'ai fait un gros travail sur moi, j'ai affronté mes peurs, j'ai fait une thérapie qui s'appelle la DEMOCA, qui est une déprogrammation neuro... je sais plus, enfin bref, ça t'enlève un peu tes traumas. Tu revis les moments et on t'enlève la partie. C'est un peu comme le MDR ou quelque chose comme ça. Il y a de ça aussi. Où on bouge les yeux comme ça pour. C'est un mélange de MDR et de tapping ou un truc comme ça quand on te tape sur les genoux et tu revis le moment. Ouais. Et la thérapie a bien fonctionné. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était mon chemin de vie, c'était comme ça, que de toute façon ça sert à rien de revenir dans le passé. Et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Je pense que bien sûr que si j'avais pu éviter certaines blessures, mais ça fait partie de mon chemin de vie et je pense que si j'avais pas vécu, que ce soit le divorce, que ce soit peut-être même mon éducation que j'ai mal vécue, je serais pas ce que je suis aujourd'hui, quoi. Les blessures qui laissent entrer la lumière. Ouais. Alors, t'es blessé, t'es à Marseille, tu es prof, ouais. Ça se passe pas super bien. Et là, tu te dis, il faut peut-être que je me fasse un réseau d'amis. Ouais. Et un jour, tu vas voir un spectacle. C'est comme ça que tu vas découvrir le stand-up. Ouais. Spectacle de Paul Mirabel. Ouais, c'est le premier spectacle. En fait, quand je suis arrivée à Marseille, je me suis dit, je vais faire tous les trucs que je faisais pas à Nancy. Donc ça peut se faire un resto toute seule, s'habiller d'une manière que je n'osais pas faire à Nancy. Et c'était aussi voir un spectacle seul, où là, finalement, c'était une copine que j'avais rencontrée pas longtemps avant. Et Paul Mirabel. Paul Mirabel au Silo, à Marseille. Ouais. Et je crois que c'était 2 avril 2021, quelque chose comme ça. Et je me souviens... une mémoire très précise des dates. Hein. Ouais, parce que c'était marquant pour moi. Je me rappelle, j'avais même acheté le poster et tout, dédicacé. Et je me dis comment un mec aussi lambda fait autant rire. En fait, j'aimais l'idée que pas n'importe qui, dans le sens réducteur, hein, mais qu'une personne lambda puisse rassembler autant de personnes. Je me suis dit, ce qui est dingue, c'est que on n'a pas peut-être la même religion, la même culture, les mêmes orientations sexuelles, les mêmes convictions, et on rigole tous ensemble au même moment. C'est un truc qui rassemble les gens. Et j'ai adoré, ça m'a fascinée. Et c'est là que je me suis dit, en vrai, j'adorerais faire ça. Mais bon, c'était juste une idée comme ça. Hein. Je ne pensais vraiment pas en faire mon métier un jour. Et alors, donc, du coup, tu décides de trouver des cours de théâtre ou de stand-up, en l'occurrence, à Marseille, pour faire la même chose, pour apprendre à écrire et pour faire une bande de copains aussi. Tu m'as dit, ce sera l'occasion de trouver des potes qui ont de l'humour, qui vont me faire rigoler. À Marseille, je connaissais personne. J'étais moi seule avec mon fils. Et je me suis dit, en vrai, il faut que je trouve des gens qui aiment rire. Ouais. Et j'ai tapé cours stand-up. Grâce à Paul Mirabel, je connaissais le terme stand-up, parce que souvent tu tapes humour ou quoi. Cours stand-up Marseille, je suis tombée sur des cours. Ouais. Et moi, je voulais pas monter sur scène, je voulais juste écrire des blagues. C'était pour moi ambiance Jamel Comedy Club, des bandes de jeunes qui rigolent, qui écrivent des blagues et un truc sympa, quoi. De toute façon, dans des cours de stand-up, je pense que c'est des gens qui aiment rire en vrai. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai débuté, ouais. Voilà, et ça t'aide aussi à changer de mood. Tu étais un peu dans la tristesse, etc., d'état d'esprit. Tu vas, et là, tu commences à revivre la lumière. Tu la sens déjà dans les premiers cours de J'avais stand-up. perdu un peu, alors que moi, j'ai toujours été la petite grosse rigolote, celle qui faisait rire, etc. Mais là, bon, la période était compliquée, j'avais pas beaucoup envie de rire. Et j'avais envie de retrouver ce truc-là en moi. Tu avais perdu la flamme, tu avais envie d'arriver. Et puis je suis beaucoup dans le partage, donc de partager ces rires et ces moments avec d'autres personnes. Et en fait, j'ai retrouvé cette joie de vivre et un objectif, des challenges, etc., comme monter sur scène aussi. Ouais. Et c'est important d'avoir des projets. La première fois que tu montes sur scène, comme tu as un souvenir précis des dates, j'imagine que tu te rappelles la sensation que tu as eue, c'était quoi ? La sensation d'avoir envie de vomir, voilà. Qu'est-ce que je fous là ? Ouais, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça, en fait ? La vie est déjà compliquée. Mais après, quand tu as ton premier rire, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu te dis, waouh, en fait, je ne suis pas juste celle qui pleure ou celle qui est divorcée, ou je suis juste celle qui fait rire là. Ouais. Parce que les gens ne sont pas au courant de ton passé. Tu étais là, toi-même. J'ai toujours dit, la scène, ce n'est pas un endroit de liberté, c'est un endroit de vérité. Tu es là, tu es comme tu es.
Et tu arrives à faire rire les gens avec ton bagage, tes bagages à toi. Particulièrement le stand-up. Parce qu'en fait, si on écoute bien les professionnels du stand-up aujourd'hui, c'est leur vie qu'ils racontent et parfois c'est triste, ça peut être parfois même glauque et pourtant ils font rire avec. C'est ça, tu as fait de ton malheur le bonheur des autres qui rient, mais ils pleurent aussi parfois pendant ton spectacle, non Alors, on est quand même là pour les divertir, mais il y a de l'émotion. À la fin du spectacle, il y a... pas des grosses larmes, mais il y a un moment très d'émotion mais on rit. Voilà, j'arrive à faire rire et ça, c'est la plus grande force. Quand tu as un mélange d'émotions, comme quand vous savez, on pleure et d'un coup, il y a un ami qui te fait exploser de rire et que tu as tes larmes, en même temps, tu ris. Ça, pour moi, c'est la plus belle chose. Et ça parle beaucoup à quelqu'un qui t'a aidé, qui est un gars très connu dans le milieu de l'humour, c'est Manu Payette. Qu'est-ce qu'il a décelé chez toi? Et juste avant, comment vous vous êtes rencontrés? Alors, truc improbable, ça fait 1 an et demi que je fais du stand-up. Il y a quelqu'un de Rire et Chanson qui me suit sur les réseaux, qui m'envoie un message très sympathique en me disant « J'aime bien ton univers, c'est sympa, est-ce que tu as une petite vidéo? J'aimerais bien voir ce que tu fais comme sketch. » Parce que je n'avais pas assez de sketchs pour pouvoir les diffuser, sinon les gens ne viendront plus me voir sur scène. Je lui envoie, il trouve que c'est super, et quelques jours plus tard, il interviewe Manu Payette, qui lui dit « Je vais faire mon nouveau spectacle Emmanuel 2, et je suis en rodage, donc dans des petites salles, pour tester les nouvelles blagues, etc., avant la vraie grosse tournée. » Et il lui dit, le hasard, il y a quelques jours, j'ai parlé à Amy London, j'ai vu un de ses sketchs, qui est très drôle. Tu voudrais pas qu'elle fasse ta première partie? Je ne lui ai rien demandé. Donc déjà, c'était super. Mais... Et il lui dit, j'ai déjà quelqu'un qui est sur les 2 jours, mais en fait, je vais lui donner un jour sur les 2. Et en fait, au final, il a donné son numéro de téléphone. J'ai pas osé appeler, évidemment. Tu t'es dit... je me suis dit, mais jamais de la vie, mais tu te prends pour qui, toi, à faire ça? En plus, j'avais pas du tout de... Souvent, les premières parties, c'est pour vendre un spectacle derrière. Je me dis, mais moi qui, je suis juste prof d'anglais. Et un jour, je me retrouve en salle des profs, c'est la récréation. Et là, je me dis, mais rien que pour le délire, tu vas rencontrer Manu Payette, tu sais, celui que t'entendais à la radio et tout ça. Et j'ai appelé, il était super sympa. Il me dit, alors Amy, tu voulais pas m'appeler? Je me dis, il est trop fort. C'est comme ça qu'il t'a détendu direct. Et il m'a dit, bon, écoute, viens en avance, comme ça on parle, tu m'expliques un peu ton parcours. J'ai fait sa première partie et ça a matché humainement fois 1 milliard. Et ça a matché aussi professionnellement. Il a beaucoup aimé ce que j'ai fait. Son public m'avait beaucoup aimé. Mais attention, parce qu'au départ, quand il te propose de faire la tournée, toi, tu es prof d'anglais, maman solo, et tu lui dis non, ça va être compliqué. Là, en fait, ma réaction, c'est que... je vais pas pouvoir partir en tournée. Et là, c'est fou d'imaginer que tu refuses la main tendue d'un pro comme ça. En fait, moi, j'imaginais pas, parce que pour moi, déjà, je réalisais pas de ce qui m'arrivait. Et après, au moment... Donc, il nous propose de dîner avec l'équipe de production. Et il me dit, je dis, écoutez, je dois y aller. Demain, moi, j'ai cours à 8h. Il était, je sais pas, minuit et demi, 1h du matin. Et je dis, en plus, je paye la babysitter, donc je vais rentrer. Il m'accompagne à la porte du restaurant. Il me dit, voilà, Amy, j'ai quelque chose à te proposer. J'ai beaucoup aimé ta personnalité, ton travail. Je te propose de faire toute la tournée avec moi. Mais c'est un rêve, quoi. Mais moi, je capte pas. Et je dis, tu dis ça parce que je suis gentille? Il fait, ah oui, d'accord, Amy, t'es pas du tout du milieu. Je dis, non, mais en fait... Et du coup, là, je réalise le décalage entre sa vie et la mienne. La vie d'artiste et la mienne, et je dis, mais moi, je peux pas. Je suis maman solo, le petit il va à l'école, il était à la maternelle. Je dis, j'ai personne pour le faire garder. Je suis prof moi-même, donc je ne peux pas démissionner de l'Éducation nationale pour une tournée qui est éphémère, au final. Voilà, c'est ça. Et je lui dis, je peux pas. Et il a été gentil, il m'a dit, écoute, viens les vacances scolaires, les week-ends où tu peux. Je te il t'a fait un planning sur mesure. Exactement. La grande classe, c'est un grand monsieur. C'est énorme. Et grâce à lui, c'est lui qui m'a donné, effectivement, cette... crédibilité auprès du grand public, ou en tout cas des professionnels surtout. Et on en revenait par rapport à ce qu'on disait, quand je lui ai parlé un petit peu de ma vie, etc., et surtout quand on a fait partie de la tournée, il m'a dit, c'est super que tu fasses plein de comédie clubs, mais ta sensibilité, ton vécu, faut pas que ça se noie dans des blagues, que des blagues. Parce qu'il faut être efficace quand tu es dans des comédie clubs, tu enchaînes des blagues. Il dit, là, avec la vie que tu as eue, ton vécu, tu peux pas... faire que des blagues faciles. Et c'est lui qui m'a dit, quand tu arriveras à faire rire les gens avec des choses très touchantes, et en gardant ta sensibilité, il m'a dit, je t'en supplie, il faut que ta sensibilité, ce ne soit pas un handicap, au contraire, c'est ta force. Et j'ai gardé ça toujours dans ma tête quand j'ai réécrit le nouveau spectacle. Et si ça a matché, c'est parce que tu as senti chez lui une hypersensibilité. Vous avez des parcours qui peuvent être un peu proches, avec des parents un peu difficiles, une enfance un peu dure. Lui aussi, il a une maman très stricte, qui était prof de catéchisme.
Ok. Donc nous aussi, il y a beaucoup de... Voilà, mes parents sont très religieux. Mais il avait ça, et puis sa maman voulait qu'il soit prof d'anglais. Donc ça lui a parlé, vu que moi, je parle beaucoup de ça. Et puis lui, il parle très très bien anglais, puisqu'il a fait ses études en Afrique du Sud. Il était dans un internat, et oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup de points communs. Et puis il est très sensible, effectivement. Ouais. C'est marrant, on parle de destin, Coluche, t'as pas la référence, Manu Payette qui te repère, qui devait être prof d'anglais, toi qui es prof d'anglais. T'as d'ailleurs un follower et tu m'as dit, alors t'es assez terre à terre, hein, tu m'as dit, t'as un follower numérologue qui tu lui as demandé de faire quoi pour toi? En fait, il m'écrit, je sais plus, il me fait un retour, je crois que c'est sur le podcast, et je clique sur son profil et je vois thérapeute numérologue. Ouais. Moi, je trouve ça marrant. Je suis chez moi et je lui dis ah, mais génial, t'es numérologue. Il m'a dit si tu veux, j'ai le temps, on peut se faire un visio via Instagram, donc il n'y a pas de. Je ne partage pas mon numéro ni quoi. Et avec mon nom, mon prénom, ma date de naissance, etc., il me révèle qu'à 35 ans, il m'est arrivé un événement qui est très triste, mais qui est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et c'est l'année de mon divorce. Ouais. Donc, et ça, il pouvait pas le savoir. Tu l'avais pas dit encore sur les réseaux, etc. Ni l'âge, ni rien. Ouais. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais. Donc ça m'a rassuré. Enfin, pas rassuré, mais ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc on continue le chemin de vie. Et Gad Elmaleh aussi qui va te repérer. Oui, c'est fou. Comment se fait la rencontre, la connexion? C'est qui? C'est Manu Payette, justement ou... Je pense que ça a aidé. Ouais. Bon, déjà, pour vous dire, moi, j'avais pas prévu de faire tout ça, rencontrer ces gens. Alors, imaginez mes parents ou mes amis d'enfance qui m'ont vu partir de Nancy dans un état déplorable et qui me voient sur les réseaux avec Manu Payette, Gad Elmaleh, se sont dit mais c'est une folie. Comme quoi tout est possible. Donc Gad Elmaleh fait aussi le rodage de son nouveau spectacle. Ouais. Et il a une initiative qui est très cool. Il veut donner la force aux jeunes talents. Alors. Et donc dans les régions et les différentes villes, il prend 2 ou 3 premières parties. Ouais. Où il nous donne l'occasion de faire 6-7 minutes de blagues en première partie. Et sur Nice, j'avais fait un spectacle de 30 minutes, 30-30, 1 heure divisée par 2, c'est quand même... Je vous ai manqué de respect. C'est bien. Non, mais pour une prof d'anglais, je trouve que c'est déjà beau. J'avais fait ça avec un artiste niçois, dans une salle qui s'appelle le Stockfish, et il a dû voir la programmation. Ouais. Et quand il a tapé certainement mon nom sur les réseaux, il a vu que j'ai fait les premières parties de Manu Payette, donc ça avait appuyé le fait que je faisais quelque chose de correct sur scène. Et donc un jour, je suis en réunion de profs. C'était chiant à mourir. Et en plus, je venais de me faire disputer par la directrice. Oui, parce que ça se passait parce que je pas n'ai très pas le droit bien, d'utiliser mon téléphone. C'était très infantilisant. Oui. Mais pourquoi j'utilise mon téléphone? Je vois un message privé qui me marque « Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis le manager de Gad Elmaleh, merci de me rappeler. » Et là, je me dis, si c'est des amis qui m'ont fait des blagues, c'est absolument pas drôle. Je réalise pas. Et effectivement, et quand j'appelle à la pause, il me dit, oui, bonjour, oui, c'est Gad qui m'a donné vos coordonnées. Et là, je fais, monsieur, je connais pas Gad Elmaleh personnellement, donc je pense pas. Il m'a dit, si, il a repéré votre nom, etc. Est-ce que ça vous dirait de faire les premières parties sur quelques dates avec Gad? Non, je crois pas, non, évidemment. Mais folie, c'est surréaliste. Donc tu lui dis non, je crois pas parce que tu n'y crois pas du tout, tu n'as pas le temps, tu ne peux pas y aller ou... Non, je n'ai pas dit non, je peux pas, c'était pour rire, mais là j'étais là genre, ok, je réalise pas en fait. Parce que comme tu avais déjà dit à Manu Payette ça allait être compliqué, là quand même tu t'es... Non, tu te dis là il faut y aller quand même. Ouais, là je me suis dit quoi qu'il arrive. De toute façon il y avait les premières dates qui étaient pendant l'été, donc j'avais pas de soucis par rapport à l'école, pour les absences. Mais je me suis dit, et quand j'ai rencontré Gad, et oh, hello, Amy London, ça va? Je dis, ouais, il connaît mon nom et tout. C'est impressionnant quand tu viens de Nancy. Moi, j'avais pas de réseaux sociaux sur Nancy. Je sortais pas beaucoup. J'étais vraiment prof. Et là, je vis des choses qui sont incroyables. Et d'ailleurs, je voudrais que tu me racontes une anecdote quand tu fais la première partie de la tournée Emmanuel II de Manu Payette et que tu reviens pour la première fois à Nancy après être parti à Marseille. Raconte-nous ce qui se passe à ce moment-là. Quand je fais la première partie à Nancy, déjà, Manu, qui est trop classe, qui me dit écoute, je vais jouer à Ludre, qui est juste à côté de Nancy. Il me dit tu peux pas ne pas faire ma première partie là-bas, symboliquement, c'est incroyable. Et là, je dis waouh, il a tellement raison. Je fais ok, tant pis, je vais manquer l'école 2 jours et mon fils aussi, c'est pas grave, donc on y va. Et là, je vois qu'il y a une dizaine d'amis d'enfance que j'ai pas vus depuis 20 ans qui vient, donc je suis hyper émue. Déjà, qui disent, mais c'est une folie ce qui t'arrive. Et je suis tellement stressée que sur scène, je sens que j'ai la tête qui tourne. Mon texte, je le récite sans vraiment le vivre. Bon, c'est pas ma meilleure scène. Hein.
Et Manu, qui est tellement incroyable, il est derrière le rideau. Sur le côté, je le vois. Et il sent que je ne suis pas bien. Il sait à quel point c'est pour moi symboliquement important, parce qu'il connaît mon histoire. Et il est prêt. Et quand j'ai fini mon passage, il me dit, tu sais que j'étais prêt. Je me suis dit, si elle tombe, je la prends, je la porte. Et je l'emmène derrière les rideaux. Tellement il est bienveillant. Vraiment, c'est quelqu'un de... Mais ce qui est dingue, c'est aussi tes collègues du lycée, tes élèves qui sont dans la salle et ils disent mais on comprend pas ce qui se passe. On l'a vu avec nous au lycée et là elle est sur scène avec un gars super connu. Oui, effectivement, il y avait les élèves qui étaient choqués, genre mais c'était ma prof d'anglais, non? Et puis c'était surtout mes amis qui m'ont vu partir de Nancy parce que j'étais tombée dans l'anorexie, j'étais sous médicaments, bon bref, comme beaucoup de femmes malheureusement qui vivent des choses difficiles. Et là, elle me revoit, première partie de Manu Payette, souriante, qui fait des blagues. Tout le monde ne vit pas ça, effectivement. Dans une énorme salle avec 2000 personnes, quoi. Et là, dans ta tête, c'est quoi? Ou dans ton cœur, c'est une grosse fierté? C'est une très grande fierté. Ouais. Et je me rends compte à quel point être résiliente et... En fait, je pense que le bonheur, c'est une décision, c'est pas un choix. C'est une décision, vraiment. C'est-à-dire? Le jour où j'ai décidé d'être heureuse, j'étais heureuse, en fait. T'allais à fond. Ouais. Alors, tu dis que la vie fait le choix pour toi, souvent. Ouais. On a parlé de cette directrice, cette proviseure de lycée qui t'avait un peu dans le nez, visiblement, pour la réunion avec le téléphone, etc. Ça t'allait très, très loin, en fait, cette histoire, parce qu'en fait, elle ne supportait pas que tu fasses de l'humour. Ouais. Un jour, elle te dit « Vous êtes la honte de l'éducation nationale », parce que sur scène, évidemment, tu racontes ce qui se passe en classe, mais de façon très humoristique. D'ailleurs, c'est très drôle. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Et ça, elle ne supporte pas. Alors, juste pour revenir, juste avant cet épisode-là, quelques semaines avant, j'ai Manu Payette qui me dit non, mais c'est bon, t'es faite pour ça, Amy, démissionne. Ou arrête, quitte l'éducation nationale. Je dis mais jamais de la vie. Il m'a dit tu sais, la vie, elle te donnera pas le choix. Si c'est ton destin, il va t'arriver quelque chose, un événement, où tu vas dire en fait, j'arrête. Et quelques semaines plus tard, je suis convoquée par ma directrice qui me dit effectivement que je suis une honte pour l'éducation nationale, qu'elle a fait des signalements au rectorat, que j'ai des collègues qui ont fait des captures d'écran, de stories, de publications, des élèves aussi. Ouais, mais des signalements de quoi? Comme quoi il y avait une incompatibilité entre le fait d'enseigner et d'avoir un personnage, enfin c'est même pas un personnage, mais que Amy London est une prof d'anglais désabusée et qui, d'après elle, se moque des élèves. Alors qu'il y a plein d'amour et de compassion mais dans évidemment, le truc. Ouais. Mais en tout cas, pour elle, c'est incompatible. Et pour le rectorat, apparemment, ça pose souci. Le fait qu'aussi, j'ai un compte Instagram public avec des élèves qui ont accès... parce que quand tu as une petite communauté sur les réseaux, tu racontes un peu ta vie, etc. Même si, voilà... Et pour elle, c'est pas possible. On n'a pas à savoir ce que fait une prof. Une prof ne peut pas faire autre chose. Ouais. Donc, on m'explique que dans les jours qui vont venir, je vais recevoir une convocation pour avoir une sorte de blâme. Donc c'est parti très loin. Ouais. Parce qu'en plus on disait que tu travaillais... Pour elle, je faisais un cumul d'activités. Un cumul d'activités, voilà, ce qui n'est pas le cas. Je n'étais pas du tout rémunérée. Ouais. À l'époque, c'était des comédie clubs où c'était au chapeau, les gens te faisaient des dons dans un chapeau, quoi. Ouais. Donc j'ai dû lui prouver ça. Et ça devenait très compliqué. Mais elle m'a rendu service, encore une fois, c'est le destin. C'est un peu la méchante, tu sais, des Disney, qui va faire que la princesse va se révéler encore plus. Elle avait hurlé le jour-là, elle m'avait dit je ne veux plus vous voir dans mon établissement, vous êtes la honte de l'éducation nationale. Et elle m'a dit vous êtes borderline, un peu de respect, un peu de dignité. Ça m'avait marqué. Bon, j'en parle dans le spectacle. Ouais. Mais elle m'a rendu service parce qu'en fait, si je n'avais pas vécu la violence de cet entretien-là, je n'aurais jamais dit non mais les gars, alors là je me mets même pas en dispo en fait, je me casse, je démissionne. Ouais, c'est ça. Tu serais resté sur ce qu'on t'a toujours inculqué, c'est tu as un boulot, tu es fonctionnaire, exactement. Tu gardes ta place jusqu'à la fin, en tant tu que ne maman lâches aussi, pas. La sécurité de l'emploi. Je me suis dit je ferais un mi-temps mais jamais j'aurais osé. Et en fait finalement c'est elle qui a été l'élément déclencheur. Donc quand c'est ton destin, il y a toujours le personnage méchant mais qui va t'emmener quelque part où tu ne sais pas aller. Plus beau jour de ta vie, c'est le 9 juin 2024. Celle-là, je l'ai retenue. Ouais. Ce jour-là, tu es sur scène. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? La première fois que je joue 1 heure, mon premier spectacle, donc In English Please. Et j'annonce que je vais démissionner. J'ai la lettre de démission à la main. Et le lendemain, je vais la poster.
Et je réalise. Donc les gens applaudissent, me disent voilà, enfin je sens que ils me suivent et ils me soutiennent. Ça m'a donné beaucoup de force. Ouais. Et à la fin, quand le public est parti, etc., je me suis dit waouh, ça y est, en fait, c'est fini. Liberté ou vertige? Les deux? Les deux. Les deux, mais c'est génial. Ouais. En anglais, on dit no risk, no story. Ouais. Et voilà, c'est... Tout est dit. Ouais, tout est dit, effectivement. Alors, aujourd'hui, comment tu vis? Parce qu'on se dit, effectivement, tu avais un salaire assuré par l'Éducation nationale, etc. Tu gagnes mieux ta vie? Tu gagnes la même chose sans l'Éducation nationale? Je gagne à peu près pareil, un peu moins, un tout petit peu moins, mais à peu près la même chose. Ouais. J'ai eu cette chance aussi d'avoir un producteur qui m'a... Pareil, Manu Payette me donne trop de chance. C'est-à-dire que le promoteur qui accueille, que ce soit le Silo dans les grandes salles du Sud, c'est actuellement mon producteur. Ouais. Parce qu'il est promoteur et producteur. Et il me repère dans les premières parties de Manu Payette et de Gad Elmaleh. Et il dit, mais cette fille est intéressante. Il en parle avec Manu qui dit, mais clairement, elle a du potentiel de fou. Et c'est lui qui me dit, mais moi, je propose de vous signer. Et moi, évidemment, qui comprends rien au truc, je dis, non, mais je suis pas du tout intéressante pour vous, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis prof, je suis pas artiste, j'y connais rien, j'ai même pas fait de théâtre, je sais pas du tout me vendre. J'ai même pas fait de théâtre, mais pas du tout. Je dis, en plus, je vous le dis tout de suite, j'ai un enfant, donc vous allez payer 2 fois plus de billets de train. Enfin, tout va être plus cher, en fait. Donc, en plus, je peux pas me déplacer la semaine. Vraiment, j'ai tout fait pour qu'il signe pas. Et il m'a dit, non, mais je crois que vous avez pas compris, je suis sûre de moi, en fait. Il dit, bah, on vous fera déplacer le week-end. On paiera les billets de train pour votre fils. Ils ont tout fait sur mesure pour la maman solo. J'ai un producteur qui est incroyable. Je veux dire, dans mon histoire de vie, c'est comme si la vie m'offrait des anges gardiens ou des gens qui vont me faciliter, que ce soit Manu Payette, que ce soit mon producteur actuel. Incroyable. Ouais, c'est la belle histoire. On dirait que là, il n'y a plus aucun nuage à l'horizon. Là. L'avenir pour toi, en plus, est radieux. Ouais. L'été dernier, tu étais pendant 1 mois à Avignon, dans de super conditions, parce que là aussi, ton producteur, il te dit, concentre-toi uniquement sur ce que tu es fait pour faire, c'est-à-dire de l'humour. Et tu étais dans quelles conditions, par exemple, à Avignon là? Eh ben, une maison avec une piscine, double bronzage. Des conditions incroyables. Vraiment quelqu'un qui est là, qui me chaperonne un petit peu, qui est sur place pour veiller à ce que tout aille bien. Ouais. J'ai même quelqu'un qui m'a aidé à flyer. Il m'a dit, voilà, je veux que l'aspect financier ne soit pas un problème pour toi et que tu ne te fatigues pas. La fatigue pour le travail, mais en tout cas, voilà, que tout ce qui est à côté ne soit pas un problème pour toi. Voilà, donc il règle toute la logistique aussi pour toi. J'avais les meilleures conditions pour travailler. Ouais. Ce qui fait que là, à la rentrée et jusqu'à la fin de l'année, on va te retrouver à Paris. Et là, ça y est, c'est le moment. Qu'est-ce qui se passe pour toi à la rentrée à Paris? Eh bien, je vais jouer au Petit Palais des Glaces 1 fois par mois, de septembre à janvier pour l'instant, puis après on verra pour la suite. Mais c'est important aussi de se faire connaître à Paris parce que y a beaucoup de professionnels qui sont là-bas. Et puis, oui, c'est important que les gens te connaissent à Paris. Oui. Le spectacle qui s'est appelé In English Please a évolué. Ça s'intitule maintenant Tu n'étais pas prête. J'étais pas prête. J'étais pas prête, oui, effectivement. J'étais pas prête. C'est quoi? C'est ta thérapie sur scène? Est-ce que la thérapie que tu as faite dans un cabinet de psy, c'est un peu le résultat aujourd'hui de ce spectacle? À la base, In English Please, déjà, ça a porté confusion parce que les gens pensaient que c'était qu'en anglais. Ouais. Donc j'avais des gens qui ne venaient pas me voir à cause de ça. C'était assez superficiel dans ce que je racontais. Et j'étais pas prête. On est rentré vraiment sur... en fait, j'ai coécrit avec Marie Guibourg ce spectacle. J'étais pas prête. Et en même temps, je faisais une thérapie à côté. Et on avait quasiment les mêmes questionnements. Ouais. Et je trouvais ça bizarre parce que je disais à Marie... je suis pas sûre que ça fasse rire parce que là, je suis en train de pleurer, en fait. Donc elle m'a dit, si, tu vas voir. C'est là que... la profondeur du spectacle va apparaître grâce à tout ça. Et effectivement, on est arrivé à quelque chose de beau. Et on peut en parler, mais suite à quasiment la fin de l'écriture du spectacle, et presque à la fin de ma thérapie, entre guillemets, même si on va continuer, il y a encore plein de choses à gérer, j'ai ressenti des grosses douleurs et j'ai eu un gros souci de santé à l'ovaire. Ouais. Et on en parle avec la thérapeute qui me dit, si vous avez... quelque chose qui atteint votre l'ovaire ou l'utérus, etc., c'est votre place de femme dans votre vie, etc. On dit le maladie, et puis que ce soit à cet endroit-là, c'est pas anodin. Et effectivement, donc on m'a détecté quelque chose de pas très cool sur l'ovaire. Et en fait, j'ai été opérée, on m'a retiré ce qui... Mais en fait, ça s'est passé exactement à la fin du spectacle. C'est-à-dire que le spectacle, j'ai
vraiment donné toute ma vie dans ce spectacle. J'ai mes tripes. Il y a eu la thérapie à côté. Et en fait, la libération, tout est aligné en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on m'a libérée de ce truc pas cool qu'on m'a enlevé. J'ai été libérée par la fin d'écriture du spectacle. Comme quoi, même là, à ce moment-là, tout était aligné en vrai. Ouais, une fin de cycle. Ouais, incroyable. Alors, je vais te tendre une perche. Ouais. Tu l'as saisie ou pas. Pour moi, le moment le plus émouvant de ton spectacle, c'est celui où, alors c'est très drôle aussi, hein, tu parles de Mariée au premier regard, cette émission sur M6. Pourquoi tu parles de cette émission ? Ça a un rapport avec ta vie, mais encore une fois, peut-être que tu veux garder le suspense, mais je sais que tu en parles sur scène. Oui, alors je vais être évasif, comme ça les gens viennent voir, mais j'explique à quel point je veux plaire à mes parents, et j'explique que j'ai pas forcément choisi les gens avec qui j'ai partagé ma vie à une période, voilà. Et donc il y a Mariée au premier regard. Donc voilà. Donc on peut entendre qu'il n'y a pas eu qu'un mariage dans ta vie. Exactement. Et que ce n'était pas forcément désiré là non plus. Donc allez voir le spectacle parce que c'est vraiment un moment très très fort. Ouais, les gens rient beaucoup mais comprennent la subtilité de ce vécu-là. Ouais. Merci Amy d'avoir passé ce moment avec nous. J'ai juste une chose à te demander, c'est ce que tu fais sur Instagram, parce que forcément tous ceux qui vont passer sur ta page Instagram et qui la connaissent et qui te regardent parce qu'ils te connaissent sur Instagram savent que tu t'amuses beaucoup avec ton fils. On a dit que c'était une relation fusionnelle, d'ailleurs depuis tout à l'heure tu as son doudou dans les mains. Comment tu travailles avec lui ? Parce que certaines personnes se disent, tiens, elle écrit les punchlines, etc. Et en fait, tu as beaucoup de complicité avec lui et ça donne des petits sketchs très courts, très drôles. Mon fils, c'est mon petit colocataire, c'est mon meilleur ami. Je lui ai dit une fois, t'es mon meilleur ami, il m'a dit, oh, j'avais été émue. C'est né à partir d'une story que j'avais fait le jour de la rentrée. Et je me suis pas réveillée à l'heure. Bon, on n'est pas arrivé en retard quand même. Mais j'avais les cheveux mouillés, etc. Et je dis, bon, les gars, en story, vu ma tête, et là le petit il dit bon reste pas trop devant l'école, hein. Ça m'a fait rire et je me suis dit mais en fait il est sans gêne celui-là, la honte quoi. Et en fait à partir de là on a commencé à faire quelques petites vidéos et ça a très bien fonctionné. Mais c'est beaucoup de travail parce que je veux absolument que ce soit spontané, que ces bêtises ressortent. Et j'ai pas le téléphone collé à 24. Donc soit au tout début il disait une bêtise, je lui dis écoute mon chéri, je vais dire exactement la même chose, tu me redis la même chose et voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que parfois, je pose le téléphone et je provoque les situations. Je le pose, il le voit ou il ne le voit pas, le téléphone. Je peux enregistrer parfois 30, 35, ça peut être très long. Ouais. Et sur les 40 minutes, il y a le moment où il va dire une bêtise et ça fait 30 secondes ou une minute de... C'est quoi la meilleure vanne de ton petit ? Il a 7 ans. Hein. Oui, il a 7 ans. Je ne sais pas, la dernière ou la meilleure vanne l'une des dernières, elle me fait beaucoup rire. Je suis partie jouer à Toulouse. Et quand on est arrivé à l'hôtel, effectivement, le monsieur de l'accueil était très gentil et un petit peu mielleux. Ouais. Mais c'était vraiment pour moi de la pure politesse. Mais mon fils l'a regardé un peu, voilà, et on est dans l'ascenseur. Et il me dit, oui, dis donc, il te parle vraiment, il t'aime beaucoup, je pense qu'il est en train de te draguer. Bon bref, on en reparle quand je vais à Marseille. Un peu jaloux quand même, hein ? Pardon ? Un peu jaloux. Oui, c'est normal, je suis sa maman. Et donc, à un moment, on parle de ça et je prends le téléphone parce que je sens que la discussion est intéressante. Je le mets à côté sur le vase, donc lui, il ne le voit pas. Et il me dit, oui, en vrai, non, mais il t'a regardé, genre, comme si t'es belle. Non, mais t'es belle, maman, mais t'es pas incroyable non plus. Et je me dis, non, mais c'est pas vrai. Voilà. Et celle-là, vous la retrouvez dans les réels d'Instagram d'Amy, Amy_London, hein, si on veut. Amy London et 3 tirés du bas. Ah, et 3 tirés du bas. Amy, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De continuer à être heureuse. Que tu apprennes à te vendre ? Ouais, que j'apprenne à me vendre. Ouais, après, je pense que le fait que je sois épanouie, c'est vendeur quand même. Les gens, ça leur donne envie aussi. De continuer à vivre de mon art et de trouver mon prince charmant. Non, après, c'est pas une obligation, mais ce serait la cerise sur le gâteau. Ok. Pour l'instant, tu l'as pas encore trouvé ? Non. Bon. Mais tu cherches ou non, je cherche pas, je suis trop heureuse là. Je pense que pareil, quand on parle de destin et d'onde, quand le bien attire le bien. Je pense que je suis tellement heureuse qu'à un moment ou à un autre, je vais attirer un truc positif. Truc, c'est un homme. Merci d'avoir participé à cette soirée pyjama avec nous. Petit pipi, les dents et au lit. Je crois qu'on sera bien pour ce soir. Et dodo. Merci beaucoup, Amy. Merci à toi. Et je rappelle qu'on te retrouve à Paris, au Petit Palais des Glaces. Oui, c'est ça. À partir de septembre, un week-end par mois, parce que le reste du temps, tu es aussi une maman solo qui s'occupe de son enfant. D'ailleurs, tu voyages tout le temps avec lui ? À chaque fois que tu pars en tournée, c'est avec sauf les vacances scolaires, il est avec son papa. Ouais.
Parfait. Eh ben, tu lui feras un bisou pour nous. Avec plaisir. Et encore merci à toi, Aimée. Merci.